On va parler de culpabilité parce que c'est vrai que c'est un sujet vraiment très important parce que c'est une source de grande souffrance parfois, parce que ça peut, dans les cas extrêmes, conduire les personnes au suicide. Donc c'est quelque chose qui est important d'aborder. C'est générateur d'angoisse, d'anxiété, de troubles divers, parce que c'est vrai que ça peut créer vraiment de très fortes perturbations mentales. Et puis ça nous empêche surtout, lorsque sur le fond, ça nous empêche de bénéficier de notre existence. Parce que parfois, quand nous commettons des erreurs, et on en commet tous, euh, euh, on peut avoir justement, ça peut nous entraîner dans des grands tourments, et surtout ça nous empêche de reconnaître notre erreur. Parce que comme on se sent coupable, eh bien, on a tendance à refouler, c'est faire en sorte, ça génère, justement, la culpabilité génère une tendance au déni. Alors, la culpabilité, je vais être honnête, ça prend du temps pour s'en défaire. C'est pas facile, mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'en défaire, parce que c'est ancré dans les consciences depuis des millénaires. C'est inscrit dans notre inconscient collectif. Donc c'est quelque chose qu'on porte très fortement en nous. Et c'est véhiculé depuis très très longtemps. Alors on accuse les églises, mais c'est pas seulement les églises, parce que euh, à la base c'est la pensée manichéenne, parce que manique, alors je ne vais pas entrer dans le détail parce que j'en parle dans les leçons, mais considérait qu'il y avait les forces du bien et les forces du mal. Mais dans la réalité, dans les faits, quand on examine les choses à la lumière de la conscience et qu'on regarde avec le plus d'objectivité, en fait ça c'est une vision complètement dualiste. Et c'est ça qui crée la souffrance. Parce que dès l'instant où on considère qu'il y a le bien et le mal, on est dans une position dualiste, donc ça génère le jugement. Et c'est le jugement qui nous entraîne vers la culpabilité. Parce que si vous commettez une erreur, vous savez, c'est très intéressant le mot erreur étymologiquement. Erreur et errance ont la même racine. Et c'est très intéressant parce que le mot péché, euh, on pense que c'est mal, hein, il a péché, il a fait mal. En réalité, non. Péché en hébreu, ça veut dire rater la cible. Ça veut dire qu'on a raté la cible, ça veut dire qu'on est à côté, ou si vous préférez, on peut dire on est à côté de la plaque. C'est-à-dire que notre comportement n'est pas approprié. Il n'est pas approprié à la situation. Alors, imaginons, vous êtes très en colère, et puis vous vous laissez dominer par votre colère, puis vous allez lancer des mots malheureux à une personne, et qui va fortement la blesser, et ça va lui faire peut-être beaucoup de peine, et vous allez créer une distance comme ça. Et vous allez dire, alors après coup, soit vous aurez tendance à en vouloir à la personne, parce que vous dites elle comprend rien, etc. Si vous êtes coincé dans l'orgueil, ou vous avez du mal à reconnaître qu'effectivement votre comportement n'a pas été très heureux, ou au contraire, vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas du tout ce que je voulais faire, je me suis laissé emporter par ma colère. Mais à ce moment-là, vous allez vous considérer, vous allez vous juger sévèrement, et vous allez vivre un tourment, vous allez vous ronger de remords, etc. Et et vous ne saurez plus comment vous excuser. Mais le problème, c'est que vous souffrez. En fait, vous êtes deux personnes à souffrir. La personne qui a souffert de votre fait, et puis vous, maintenant, vous souffrez avec votre culpabilité. Et vous êtes enfermé dans ces tourments, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Parce qu'on n'a pas un regard objectif sur la situation. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'abord, la première chose, comme je viens de le dire, on s'est laissé prendre par notre colère. Mais pourquoi on a eu cette colère aussi? Parce qu'on n'a pas une vision objective de la situation, ce qui fait qu'on a été emporté. Mais on a eu un comportement inapproprié. Parce que il faut savoir si on fait la part des choses. Si ça avait été une autre personne qui recevait cette colère, peut-être qu'elle l'aurait accueillie différemment, elle ne se serait pas laissée blesser. Donc, c'est pas complètement de votre faute qu'elle s'est blessée. Ça ne veut pas dire que vous devez vous excuser, que vous êtes excusable de ce que vous avez fait. Au contraire, c'est de reconnaître, se dire, j'étais face à une personne et j'y suis allé un peu fort. C'est, comment dire, c'est comme si vous voulez ouvrir une porte et vous donnez un grand coup de pied dedans et vous cassez la porte. Vous n'avez pas besoin de mettre un coup de pied dedans, c'est pas nécessaire. Vous avez juste poussé la porte, c'est tout. Et bien là, c'est pareil. Peut-être que vous avez essayé d'écraser une mouche avec un boulet de canon. Donc, oui, le sens d'approprier. Et c'est très intéressant parce que dans le bouddhisme, il parle de la sagesse. Et la sagesse, nous, on se dit, c'est être gentil. Non, la sagesse, c'est être approprié à la situation. Dire, est-ce que mon comportement est approprié à la situation pour la rendre constructive?
Et on est tous, tout le temps dans cette espèce de jeu de réaction entre les personnes. Pourquoi? Parce que nous avons tous une perception de la réalité qui nous est propre. La personne qui est en face de vous a une perception de la situation qui lui est propre. Vous, vous avez une perception de la réalité qui lui est propre. Et vous avez peut-être remarqué ça parfois. Deux personnes qui se discutent. Ils disent la même chose, mais ils ne s'entendent pas. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas, ils arrivent pas à se rendre compte que finalement, ils disent la même chose, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était d'ailleurs un sage indien qui disait, dans une relation, on n'est pas deux, on est quatre. Il y a nous et notre ego, nous et notre histoire, et qu'on projette dans la situation. Bon bref, tout ça pour dire que le problème de la culpabilité, c'est que ça vient interférer dans tous vos actes. Ça vous colle à la peau. C'est comme une deuxième peau. C'est-à-dire que vous dites quelque chose. Dans votre tête, c'est tout à fait clair ce que vous êtes en train de ce que vous voulez dire, par exemple, ou faire. Ça peut être dans vos actes. Mais la culpabilité, elle va teinter ça. C'est-à-dire que vous allez dire quelque chose qui est tout à fait juste. Parfois, ça peut être tout à fait juste. Vous exprimez quelque chose qui est tout à fait juste. Mais comme vous vous sentez coupable, eh bien, la culpabilité, elle vient colorer, en fait. Elle vient mettre une vibration particulière qui fait que, à ce moment-là, ça va mal se passer. C'est un peu comme si, imaginons, vous êtes prêt à plonger, vous allez faire un plongeon, mais à la dernière minute, vous avez peur. Donc c'est comme si quelqu'un vous retient par la manche, et qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez en bas? C'est une catastrophe. Eh bien, vous prenez un plat ventre, ça fait très mal. Eh bien, c'est un petit peu pareil. La culpabilité, c'est comme une part de vous qui vous tire par la manche. Et qui va interférer dans tous vos actes. Donc il faut pouvoir... Alors je ne vais pas vous décrire parce que je pense que toutes les personnes qui sont là, qui sont intéressées par le sujet de la culpabilité, vous avez l'air d'être très nombreux, mais je sais que c'est dans une culture, c'est quelque chose d'assez épouvantable, parce que vraiment, ça nous empêche de faire la part des choses. Ça nous empêche de faire vraiment de preuves de discernement. Vous savez, c'est très intéressant parce que en tibétain, le mot culpabilité ne se traduit pas. Parce que ça n'existe pas chez eux. Comme ils ont une approche non dualiste, et ils ne comprennent pas. Ils comprennent le regret, mais ils comprennent pas qu'on se fasse du tort à cause de l'erreur qu'on a commis. Ils disent qu'on vient de corriger, si c'est possible, de regretter si on a fait du tort à quelqu'un, mais se ronger de remords, non seulement ça vous fait souffrir, mais ça n'aide pas la personne que vous avez fait, si vous avez impliqué quelqu'un, ça n'aide pas la personne que vous avez fait souffrir. Et puis en plus, le gros inconvénient de la culpabilité, c'est que ça nous rend terriblement manipulables. Les gens sont extraordinairement manipulables parce que comme ils se jugent, eh bien c'est très facile après de les manipuler. Parce que vous allez les faire sentir coupables. Et combien de fois on voit des personnes, même, je suis désolé, mais même chez certains hommes politiques qui usent de la culpabilité pour manipuler les gens. Et il y a des gens qui se servent de la culpabilité pour manipuler les foules, pour manipuler les personnes. T'as vu ce que t'as fait? Regarde, t'es vraiment... Puis ils essaient de vous faire sentir mal. Et c'est comme ça qu'on arrive à manipuler les gens. Vous vous libérez de la culpabilité, vous n'êtes plus vulnérable à ce genre de comportement. Parce que vous avez conscience, si par exemple vous commettez une erreur, bah oui, bien sûr, mon comportement n'était pas très approprié, c'était pas très heureux, je regrette sincèrement, c'était pas très juste, mais vous ne vous sentez pas coupable, et l'autre ne peut pas avoir d'emprise sur vous. C'est terminé. Et rappelez-vous, c'était Christ qui disait « Ne juge point, tu ne seras point jugé ». Et c'est très intéressant parce que si vous ne vous jugez pas, l'autre ne peut pas vous juger. Même si vous juge, vous, ça vous affecte pas. Parce que ça n'entre pas en résonance avec ce que vous êtes. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Parce que la culpabilité, en même temps, c'est un sujet complexe. Alors, j'ai une bonne surprise. On va vous mettre à disposition tout de suite après la conférence, puisque vous allez pouvoir tester la démarche dont je vais vous parler ce soir, qui va vraiment vous aider à vous libérer de la culpabilité. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire concrètement pour y arriver. Et vous avez justement un exercice, puisqu'en fait, on va vous faire essayer, il y a 3 niveaux dans les démarches. Et vous allez pouvoir essayer, vous allez tester un exercice du premier niveau, enfin la pratique et un exercice. Et puis, vous allez aussi découvrir, il y a la présentation d'un exercice qui s'appelle la paix intérieure, où on traite justement de la culpabilité. Et vous allez avoir ça à votre disposition dès ce soir, tout de suite après la conférence, gratuitement, pour que vous puissiez essayer. Parce qu'on ne veut pas que les gens s'engagent dans notre démarche si ils ne se sentent pas en accord, en résonance avec cette démarche. Je pense que c'est quand même important d'être en affinité avec ce que l'on fait. Alors, comment est-ce qu'on procède? Et là, je vais vous parler de la démarche. C'est une démarche que j'enseigne depuis 35 ans. Et j'ai vu énormément de gens vraiment se transformer leur existence parce qu'ils avaient une vision totalement, une perception totalement différente. Parce que à la base, notre perception est complètement
tronqués par nos pensées. D'ailleurs, c'était Phineas Kimby, un philosophe américain, qui disait « Votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées ». Et le problème, c'est que nous sommes très peu conscients de nos pensées. Et là, ça nous ramène à Freud, qui nous parlait du fameux iceberg, de la pointe, juste la pointe qui sortait, qui émergeait à la surface. C'est juste la partie consciente, et tout le reste est complètement ignoré par la conscience. Et Jung, d'en rajouter aussi, il disait, plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Donc tout l'intérêt de mettre un peu de lumière sur tout ça et d'y voir clair. Et comment est-ce qu'on fait? Vous avez tous entendu parler, on parle de plus en plus de la pleine conscience. C'est un mot qui a été inventé par Kabat-Zinn, parce qu'à l'époque, quand on parlait de méditation, ça créait des problèmes, parce que aussitôt, on avait peur des sectes, je sais pas quoi. La méditation, ça existe depuis 4000 ans. Et quand c'est arrivé en Occident, tout de suite, la méfiance de l'occidental, qui est quand même assez extraordinaire. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Même aujourd'hui, quand on parle de pleine conscience, tout de suite, on crie, attention, dérive sectaire, etc. Les gens ont très peur. Alors que c'est une pratique, et c'est ce que m'a dit un sage un jour, la méditation, c'est un état naturel. Et on retrouve un état naturel. On va retrouver, le fonctionnement naturel de notre corps, mais aussi de notre psychisme. Nous, on n'est plus très naturel parce qu'on est encombré de pensées. Et il y a tout ce cumul, cette charge mentale, d'autant plus qu'on est devenu, avec les ordinateurs multitâches, on fait plein de choses en même temps, et ce qui fait qu'on n'a plus l'esprit très clair, ni très libre, on n'arrive plus à voir les choses clairement. C'était Christ qui disait « Heureux les simples d'esprit ». Il ne parlait pas des gens simplets, il parlait d'être simple au niveau de la pensée, parce qu'on est très encombré de plein de concepts. Eh bien, je vois dans le domaine de la méditation, on a plein de gens qui savent plein de choses sur la méditation. D'ailleurs, les gens savent tout sur tout aujourd'hui. Sauf que quand vous voyez la vie qu'ils ont, ça marche pas bien. Parce que, comme disait Jung, une vérité intellectuelle est une piètre vérité. C'est l'expérience en pleine conscience qui va faire que on va amener un peu plus de clarté dans notre existence. Alors, revenons à cette fameuse pleine conscience. Mais en réalité, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, parce que ça fausse un peu les choses. Pourquoi? Parce qu'à la base, justement, il y a 4000 ans, et même à l'époque du Bouddha, qui a transmis la méditation, il y a 2500 ans, on parlait d'attention. Parce que c'est une faculté, moi je trouve que c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus clair, parce que cette faculté d'attention, nous la possédons tous. C'est inhérent à la nature humaine. Et vous remarquerez peut-être que dans la notion d'attention, il y a une notion de bienveillance. Quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, vous êtes bienveillant. Je sais pas, par exemple, il est malade, vous allez être là pour lui ou pour elle, vous allez lui apporter, je sais pas, un bol de tisane, vous êtes à son chevet, le temps de la guérison, vous revenez régulièrement pour voir, vous prêtez de l'attention à cette personne. Quand vous prêtez de l'attention à votre enfant pour l'aider à faire ses devoirs, ou d'être juste là pour lui, de lui faire des câlins, etc., vous êtes bienveillant, vous lui prêtez de l'attention. Mais cette attention, on l'applique rarement envers nous-mêmes. Et pourtant, c'est bienveillance à l'égard de nous-mêmes, et ça c'est ce que j'ai découvert avec les bouddhistes, on apprend à l'enfant à être bon pour lui dès son plus jeune âge. Et c'est quelque chose, c'est pour ça que la haine de soi, il ne comprenait pas ce que c'était. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte à quel point que c'était important, parce que prendre soin de soi, c'est prendre soin de la vie que nous incarnons. Et comment vous voulez que les autres vous aiment, vous apprécient, si vous ne vous aimez pas vous-même? C'est impossible. Et comme je me plais à le répéter, est-ce que vous allez faire un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas? Ben non. Donc, comment est-ce que vous allez vous faire des cadeaux si vous ne vous aimez pas? Donc, la première chose à faire, c'est d'éveiller cette bienveillance à l'égard de soi-même. Et pour ça, on va utiliser l'attention. L'attention envers soi-même. C'est des Pema Chodron qui disaient, la méditation, c'est entrer en amitié avec soi-même. Donc c'est vraiment la première chose que vous allez faire. Et ça, c'est tout le premier niveau de la démarche. Vous allez découvrir cette faculté d'attention qu'on va porter sur le corps, qu'on va porter sur certains processus mentaux aussi, sur le souffle, etc. Mais c'est assez détaillé, assez complexe. Vous allez même découvrir. Et puis, l'autre intérêt qui est fondamental aussi, c'est que vous avez remarqué que nous sommes très, très dispersés. On va dans tous les sens. Je parlais, beaucoup de gens sont devenus très multitâches. On va dans tous les sens, on fait plein de choses. On est des hyperactifs dans notre culture, c'est extraordinaire. On prend pas le temps. On prend pas le temps de goûter à la vie,
prend pas le temps de se poser. On a mille et une choses à faire, qui fait que ça nous laisse pas le temps déjà de construire notre bonheur. Parce que finalement, tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour être heureux. Donc, c'est important de pouvoir se poser. Et donc, l'attention, l'éveil de l'attention, va nous aider à stabiliser notre conscience. Parce que notre conscience, elle, en état ordinaire, et c'est un fait d'observation, ça vous pouvez le vérifier en vous-même, eh bien, elle a tendance à suivre volontiers nos pensées. Et donc, une pensée apparaît, on part dans nos émotions, etc. On est complètement identifié à notre mental. Eh bien, le fait de développer l'attention va faire que la conscience va se stabiliser là où nous sommes. Certains parlent de l'instant présent, mais en réalité, c'est un concept. C'est juste être là, vraiment. C'est cette présence que vous allez développer à l'égard de vous-même. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous allez commencer à faire connaissance avec vous-même, mais d'une façon bienveillante. Pas d'une façon pas violente. Vous savez, parfois les gens parlent du travail sur soi. C'est affreux, parce qu'il y a cette espèce de décortiquage des pensées, c'est sans fin. Alors que là, vous allez vraiment entrer en amitié avec vous-même. Ça, c'est vraiment la première chose. Et ça va être le premier apprentissage qui est vraiment fondamental. Vous allez même découvrir que votre conscience a la capacité de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ça vous permet d'avoir de la hauteur par rapport à vous-même, par rapport à vos pensées, vos émotions, par rapport à votre vie en général aussi. Et c'est important d'avoir de la hauteur. Parce que sinon on se noie très vite dans les histoires, dans tout ce qui nous arrive, on n'arrive plus à faire la part des choses, et ça c'est quand même fondamental. Donc là vous allez apprendre vraiment à vous poser, et à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, quotidiennement. Et dans le plaisir, parce que ça c'est aussi une notion, parce que quand je disais aux personnes c'est important, ils me demandaient je dois pratiquer souvent, bah oui, tous les jours. Tu te brosses bien les dents tous les jours. Et mais les personnes me disaient ouais mais c'est pas une contrainte de plus. Mais j'ai dit non, c'est au contraire, ça doit être du plaisir, parce que c'est ça que j'ai vraiment ça aussi apprécié avec tous les sages que j'ai rencontrés. Et j'ai découvert que le plaisir pouvait être joyeux, l'effort pouvait être joyeux, pardon. Parce que nous, dans une culture, on a cette équation, c'est effort égale contrainte. Et souvent, d'ailleurs, c'est assez réflexe chez les gens de dire « Ah, je dois faire ma pratique ». Je dis « Non, vous ne devez pas faire votre pratique. Allez faire votre pratique avec joie ». C'est pas... Et c'est amusant parce que beaucoup de personnes comme ça, ils commencent un truc dans le plaisir et ça devient très vite une obligation, une contrainte. Alors que là, ça doit être un moment qu'on passe avec soi-même. Vous n'allez pas vous dire « je dois passer du temps avec quelqu'un ». Faut espérer que vous ne le faites pas par devoir, mais par plaisir. Vous avez passé du temps, et vous allez passer du temps avec vous. Et vous allez voir que ça change la vie, et vous allez découvrir l'effort joyeux. Et c'est très intéressant parce que combien, il y a eu d'auteurs, même dans le domaine de l'éducation, qui ont montré combien le fait d'apprendre dans le plaisir, on assimile beaucoup plus de choses. Nous, là c'est pareil, nos écoles, c'est épouvantable, on est vraiment dans la contrainte. Nos enfants, les pauvres, on les harasse de tâches, de travail, ils sont dans le stress. Comment vous voulez apprendre dans le stress? C'est pas possible. Alors que notre esprit, c'était d'ailleurs Einstein qui disait l'esprit c'est comme un parachute, ça marche mieux quand c'est ouvert. Donc vous allez apprendre l'ouverture à l'égard de vous-même. Et étape par étape, comme ça, pendant cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez acquérir plus de présence, vous allez acquérir plus de stabilité émotionnelle aussi. Les pensées vont s'apaiser, vous allez avoir un esprit beaucoup plus calme. Et puis au niveau de la santé, on a constaté par exemple qu'au bout de 3 semaines, il y a une augmentation des anticorps de 30%, donc vous voyez, c'est considérable. Il y a une réaction inflammatoire de l'organisme qui se manifeste aussi, plus vous allez pratiquer, donc c'est extrêmement bon pour le corps. Il y a une diminution du taux d'acide lactique dans le sang circule beaucoup mieux dans vos veines, les organes sont de fait mieux alimentés, les déchets sont mieux éliminés, etc. Donc il n'y a que des effets positifs à la méditation. Aujourd'hui, il y a une quantité de publications extraordinaires sur la méditation. Il y a beaucoup de sottises aussi, il faut bien le reconnaître, mais il y a beaucoup de publications vraiment sérieuses qui montrent la validité de ces pratiques de méditation. Donc c'est vraiment fondamental. Ça, c'est la première étape. Mais justement, quand je disais développer, éveiller cette attention, c'est très important, c'est fondamental, c'est la base, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que
Comme disait Shinmei Rinpoche, ce grand sage que j'ai eu le bonheur de fréquenter, il disait, l'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant et l'autre qui tire en arrière. Et on se sent être tiraillé. C'est-à-dire que d'un côté, on aspire à être heureux, à réaliser des choses dans notre existence, à nous épanouir, parce que c'est le sens même, c'est ce qui donne du sens à notre vie, c'est de nous accomplir, c'est d'avoir ce sentiment d'accomplissement, d'épanouissement, c'est ça le but de la vie, c'est d'être heureux finalement, quoi. Et donc, mais en même temps, on se sent tiraillé, on n'arrive pas à avancer. Eh bien, ce sont tous ces obstacles, ces peurs, ces vues fausses, ces préjugés, la culpabilité, justement, et on va voir en détail, parce que c'est vraiment un obstacle, eh bien, il faut pouvoir neutraliser tout ça. Et ça, c'est le deuxième niveau. Là, on va vous montrer, par exemple, vous avez un tout premier exercice qui est extraordinaire. Vous allez, déjà dans la pratique du premier niveau, on vous apporte ça, mais là, on va accentuer. C'est-à-dire que vous allez découvrir la capacité que vous pouvez avoir de vous regarder avec plus de hauteur. C'est-à-dire que lorsque vous êtes aux prises avec des émotions, surtout avec des émotions négatives, soit on est pris dedans, on ne sait pas quoi en faire. Alors, soit on se bagarre avec soi, et ça crée plus de tension qu'autre chose. Et là, on va éveiller cette bienveillance à l'égard de soi-même. C'est pour ça qu'on a appelé cet exercice le sourire intérieur. Vous allez avoir ce sourire à l'égard de vous-même, parce que vous êtes laissé emporter, vous êtes laissé embarquer. Et ça, on va ancrer ça en nous vraiment comme un véritable réflexe, qui fait que après, lorsque les émotions négatives arrivent, vous n'êtes plus pris dedans. Ça vous donne cette hauteur de vue par rapport à vous-même. Et le deuxième exercice, la paix intérieure dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, traite vraiment de la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est vraiment un obstacle à la paix intérieure. Ça détruit des vies. Et je pense qu'il faut vraiment se débarrasser de ça. Moi, j'ai entendu une personne qui disait mais est-ce que l'absence de culpabilité n'ôte pas le sens de responsabilité? Mais c'est tout l'inverse. C'est exactement l'inverse. Justement, on ne se responsabilise plus parce qu'on se sent coupable. On se libère dans la culpabilité. C'est de la faute aux autres, c'est de la faute à tout le monde. C'est de ma faute aussi. On se juge. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui se libère de la culpabilité, il prend la responsabilité de ses actes, il dit bah bien sûr, j'ai pas eu un comportement très approprié, c'était pas très heureux ce que j'ai fait, mais il va pas se faire du mal, il va pas s'auto-flageller, il va reconnaître que son comportement n'était pas très juste, ni très approprié, mais il va pas se faire du tort. Donc au contraire, il est tout à fait responsable. Et j'ai entendu plein de choses comme ça, mais vraiment des gens qui prenaient la culpabilité, ils disaient les criminels devraient se sentir coupables. Je suis pas sûr que c'est ça la réponse. C'est plutôt qu'ils aient conscience des incidences de leurs actes, aussi bien pour les autres que pour eux-mêmes. Mais ça, c'est encore un autre sujet, on va pas entrer dans le détail. Donc se faire du tort, parce que là, les gens se font du tort et ça nous rend perfectionnistes, ça nous rend intransigeants, intolérants. Ça, c'est la culpabilité. Donc, vraiment, c'est un poison dont il faut se défaire. Donc là, il y a tout un exercice qui est consacré à ça, et vous pourrez écouter la présentation de cette pratique. Ensuite, c'est important d'apprendre à s'accepter. S'accepter, c'est pas juste, voilà, je m'accepte comme je suis, puis les autres, ils ont qu'à faire avec. Ça n'a rien à voir. S'accepter, c'est voir en soi-même, c'est mettre de la conscience, justement, sur ses qualités. On a des ressources, on a des potentiels, ils sont là, mais souvent, ils sont voilés par les jugements, encore une fois, dû à la culpabilité. On n'arrive pas à reconnaître notre véritable valeur. Et ça, c'est important, cet exercice est très précieux pour ça, parce qu'il va vous aider à reconnaître vos véritables qualités, mais aussi, il va vous aider à poser un regard très différent sur ce que vous considérez comme négatif. Par exemple, la colère. Vous pensez que c'est quelque chose de mauvais dont il faut se débarrasser. Mais ça marche pas comme ça. En fait, pourquoi il y a de la colère? Parce que la colère masque souvent, derrière la colère, souvent, il y a de la peur et de la tristesse. Alors que si vous refoulez votre colère, eh bien, ça vous empêche de voir ce qui est à l'origine de votre colère. Alors que la bienveillance va vous aider à assouplir ça. Je donne souvent l'exemple, essayez d'imaginer un enfant face à vous. Il y a plein de colère. Et vous avez deux choses. Vous allez lui dire, c'est pas bien d'être en colère. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Ben, l'enfant, il va repartir, frustré, avec peut-être encore plus de colère. Et alors que si, au contraire, vous adoptez une autre attitude, c'est-à-dire que vous dites à votre enfant, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tellement en colère? Et là, l'enfant, il se sent écouté. Alors peut-être que sur le moment, il va être encore en colère, il va lâcher son truc, peut-être qu'il va dire des choses pas très sympas. Mais vous êtes adulte, si vous avez suffisamment de maturité, de recul, vous voyez bien que votre enfant, il souffre, il est pas très heureux. Donc vous êtes capable d'écouter ce qu'il dit. Et puis sa colère, petit à petit, ça pèse. Et puis il commence à vous dire ce qu'il a sur le cœur. Et là, ça dénoue. Donc vous voyez, l'attitude est très différente. Ça, c'est vraiment la pratique de l'acceptation de soi.
Après, on vous montre comment réaliser plus facilement vos objectifs. Vous avez des incontournables de techniques, de visualisation, d'imagerie mentale, de suggestions qui sont des pratiques extraordinaires. Quand on sait les appliquer, ce sont des pratiques vraiment puissantes. Il y a un exercice sur la motivation. La motivation, c'est fondamental, c'est le moteur. C'est le moteur de nos actions. Si on a un moteur faible, eh bien, quand on va monter une pente, peut-être même qu'on va faire du recul. Et souvent, quand il n'y a pas suffisamment de motivation, parce que nous, on pense qu'il faut beaucoup de volonté pour réussir. Non, il faut une motivation puissante, forte. Et ça se nourrit. Et là, on a un pouvoir sur notre motivation. Donc là, vous pouvez amener cette motivation qui vous donnera de l'aplomb, de la détermination, de l'envie d'aller de l'avant. Et puis la confiance en soi. Ça, c'est un exercice aussi qui est fondamental. La confiance en soi, c'est le pilier de la réussite d'une vie. Sans une confiance en soi, c'est très difficile d'avancer dans l'existence. Parce que, comme disait d'ailleurs souvent Shiven Rinpoché, si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous? Les autres ne peuvent pas croire en vous si vous ne croyez pas en vous, si vous n'avez pas confiance en vous. Donc c'est important. Et que ce soit dans vos relations affectives, si vous manquez de confiance en vous, comment vous allez créer une relation heureuse, épanouissante avec l'autre? Si vous voulez réaliser des projets, comment vous allez le faire si vous manquez de confiance en vous? Ça va être très difficile. Au moindre obstacle, vous allez tourner les talons, vous allez dire ouais, j'y arrive pas, je suis pas capable de, etc. Tout simplement, mais c'est du manque de confiance en soi. C'est pas là vous êtes en train de vous juger, encore une fois, c'est de satanée culpabilité. Et puis on verra, on termine sur des pratiques qui s'adressent au corps, mais il y a des pratiques aussi qu'on appelle l'équanimité des sentiments, qui est une pratique très déculpabilisante aussi, qui va vous aider vraiment à légitimer votre bonheur. Et on termine sur une initiation à la véritable nature de l'esprit. Et pourquoi je parle de la véritable nature de l'esprit? Parce que c'est là qu'est tout notre potentiel. C'est là que sont toutes nos ressources. Nous, on les cherche dans nos pensées, dans nos émotions. Mais essayez d'imaginer, vos pensées, vos émotions, c'est comme les nuages. Et le bleu du ciel, c'est votre nature. C'est ce que vous êtes par nature. Et le problème, c'est que ce bleu du ciel est masqué par les nuages. Et parfois, les nuages sont sombres. Vous avez vu, quand vous êtes dans la colère, dans la dépression aussi, etc., vous êtes plein d'orgueil aussi. Et tout ça, ça vous empêche de voir votre vraie nature. Et donc, c'est pour ça que le niveau 2 est très important, parce qu'il va vous aider à vous défaire de tout ça, et puis de commencer à rendre vos nuages un petit peu plus translucides, pour qu'on puisse voir à travers, et vous puissiez voir votre vraie nature. Et c'est pour ça que le 3e niveau va être consacré entièrement à la réalisation de votre vraie nature. Et là, on va vous montrer comment vous pouvez réaliser. Il y a plusieurs voies d'accès, c'est-à-dire que par ce qu'on appelle une démarche de réfutation, c'est-à-dire on réfute ce que nous ne sommes pas, et donc ça nous aide à réaliser pleinement ce que nous sommes. Ça, c'est quelque chose d'extraordinairement puissant. Il y a un accès direct à notre vraie nature, de se mettre en face tout de suite. Et puis, il y a la pratique de l'amour, de la compassion, qui n'ont rien à voir avec l'amour affectif, c'est-à-dire l'amour attachement, etc. Vraiment cet amour qu'on appelle un amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il est sans condition, et qui va nous aider à nous mettre en phase avec notre vraie nature. Puis il y a d'autres pratiques encore, et c'est là que vraiment tout notre réservoir de potentiel, de sagesse, de connaissances aussi innées, qui sont vraiment présentes en nous. Et ça, c'est vraiment dommage de passer à côté de ça. Et là, vous avez une démarche sur 3 niveaux. C'est une démarche d'une richesse extraordinaire. Et là, je peux vous assurer que votre culpabilité va petit à petit fondre comme le beurre au soleil. Et quelle légèreté, quelle joie, quel bonheur de ne plus se juger, de ne plus se culpabiliser, de voir les choses pour ce qu'elles sont, de faire la part des choses. C'est pas facile. Parfois, on a l'impression d'avoir des retours en arrière, mais c'est parce que c'est pas encore suffisamment stable. Ça prend du temps, des mois, des années. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ne croyez pas. Ça n'existe pas, hein, la baguette magique. Souvent, on fait croire aux gens que, paf, petit coup de baguette magique. Mais pour ceux qui ont un minimum de connaissance du cerveau humain, on sait très bien que toutes nos pensées, toutes nos émotions sont reliées à des connexions neuronales et que ça se défait pas comme ça du jour au lendemain. On peut avoir des prises de conscience salutaires, c'est vrai, et ça peut provoquer une prise de conscience qui va dégager plein de trucs sur le moment, mais le reste il est encore là, et c'est la pratique. Mais la pratique, ce qui est extraordinaire, et c'est là où je me dis, dans la culture, on n'a vraiment rien compris, parce que on est toujours dans la contrainte, on se rend pas compte que c'est plus on tend vers le plaisir. Je parle pas du plaisir de la satisfaction des désirs, de la satisfaction des sens, etc. Vraiment le plaisir de
de mettre en application le plaisir. On peut avoir du plaisir, j'aime pas le mot travail, je préfère le mot activité, plaisir à s'adonner à une activité, etc. J'imagine si vous avez des loisirs, si vous aimez jardiner, vous n'avez pas le sentiment que c'est une contrainte, vous adorez, vous regardez les plantes pousser, etc. Moi je vous parle du jardinage parce que j'adore ça, mais c'est quelque chose de... Alors physiquement ça peut être fatigant, mais il y a ce plaisir. Si vous avez un hobby, vous avez ce plaisir. Et on peut l'appliquer dans tout, même, et si on amenait du plaisir dans le travail, je crois que ça changerait la vie. Imaginez des gens à l'usine qui travaillent en sifflant, en chantant, vraiment dans le bonheur. Parce que j'ai déjà vu ça, mais pas trop dans la culture. Donc, parce que c'est vrai que on travaille. Vous savez que le mot travail, c'est à l'origine, c'est un instrument de torture qui a été inventé par les Romains, le tripalium, et qui servait effectivement à extraire les. On soumettait à la question qu'on disait pour que la personne réponde et on la torturait. Et nous, on a gardé ça, puis maintenant on se torture. On se torture. Il y a même des gens qui font un travail sur eux, donc ils se torturent le cerveau pour essayer de comprendre pourquoi ils sont mal foutus, pourquoi ils souffrent, etc. Alors que si vous pratiquez dans le plaisir, eh bien, je peux vous assurer que les résultats sont autrement, plus heureux, plus bénéfiques, parce qu'il y a un cercle vertueux qui se met en place. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé. On va revenir comment acquérir cette démarche. Si ça vous intéresse, je vous ferai même, je vais vous faire un magnifique cadeau qui n'était pas prévu du tout. On y a pensé ce matin. Je me suis dit bon voilà, on va vous faire un petit cadeau en plus. Alors ne partez pas avant la fin. Je vais répondre d'abord à vos questions. Plein de questions. Wow, bah la culpabilité, chaque fois, ça suscite beaucoup de questions. Ouais. Donc, je vais commencer par ordre chronologique. Alors, sur Instagram, c'est IAAZ, ce sont des pseudos. Comment peut-on se protéger avec les gens qui s'imposent même le sentiment de culpabilité? Mais comme j'ai dit pendant la conférence, l'autre a une emprise sur nous uniquement parce qu'on se sent coupable, uniquement parce qu'on se juge nous-mêmes. Donc c'est là où c'est important. Ce qui va vraiment nous aider, c'est d'éveiller d'abord cette bienveillance à l'égard de soi-même, d'éveiller même, je dirais plus loin, d'éveiller la compassion, l'amour pour soi-même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous n'allez jamais maltraiter quelqu'un que vous aimez. Forcément. Donc plus vous allez avoir cette bienveillance à l'égard de vous-même, plus vous allez avoir cet amour inconditionnel à l'égard de vous-même, vous n'accepterez plus les mauvais traitements. Et l'autre, ça ne marchera plus. Je reprends un autre exemple, je donne souvent cet exemple, c'est comme l'histoire du bourreau et de la victime. Pour que le bourreau il puisse avoir une emprise sur sa victime, il faut qu'il y ait une victime. Mais s'il n'y a pas de victime, comment il fait? C'est parce que nous sommes victimes qu'il y a un bourreau. Et si on se débarrasse de la victime en nous, le bourreau, il va aller voir ailleurs, il va chercher une autre victime. Et ça marche plus. Il y a toujours, dans les relations, il y a toujours un phénomène de résonance. Si l'autre, il arrive à nous atteindre, d'ailleurs, c'est amusant, vous savez, dans le langage populaire, on dit « il me cherche ». Bah oui, il vous cherche, et il vous trouve, parce que vous réagissez. Ça fait résonner quelque chose en vous. Et vous ne rencontrez pas l'autre par hasard, jamais. Parce que il y a ce phénomène de résonance qui est à l'heure. Donc, libérez-vous, vous-même, et l'autre n'aura plus d'emprise sur vous, c'est fini. Charlotte Forever, donc je me sens coupable de voir mon fils perdu, car je sens qu'il ressent que je le suis aussi. Je me sens mal de ne pas pouvoir l'aider plus, j'ai des angoisses et lui, il le ressent. Que faire? Ah oui, vous débarrassez de votre culpabilité, ça c'est évident. Demandez-vous, est-ce que votre culpabilité va l'aider? Est-ce que ça l'aide? Non. Est-ce que ça vous aide? Non. Donc, vous avez tout intérêt à vous débarrasser de votre culpabilité. Il y a un Américain qui disait, vous vous sentez coupable, c'est très bien, mais débarrassez-vous-en. Et c'est là où la pratique peut vraiment vous aider. Vraiment, d'avoir cette bienveillance à l'égard de vous-même, parce que tout le bien que vous allez vous faire, c'est du bien que vous allez faire à votre entourage. J'ai vu tellement, notamment quand j'étais en cabinet, je me rappelle, c'était une commerciale qui était venue voir, elle avait fait les 3 cycles, puis elle m'avait demandé un entretien. Donc je l'ai vu, à la fin des 3 cycles, on a eu un échange, et puis bon, elle m'a posé des questions, et puis à la fin elle me dit, écoutez, il faut quand même, je vous partage quelque chose d'extraordinaire. J'ai 2 enfants, et il n'y a pas si longtemps que ça, ma petite fille est venue sur mes genoux, elle m'a dit comme ça, maman, tu sais, t'as beaucoup changé, parce que même quand tu te fâches, eh bien c'est plus pareil. Elle dit, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Elle me dit, mon rapport avec mes enfants a complètement changé parce que je suis plus sereine, je suis plus détendue, je suis plus ouverte, je suis beaucoup plus présent pour eux parce que je suis plus présente pour moi. Parce qu'en prenant soin de moi, eh bien forcément, je prends soin des autres. Voilà, c'est ça la réponse.
Alors, Niki, la culpabilité viendrait-elle de l'éducation donnée par la mère? Non, non, pas que de la mère, parce que la mère a été une éducation aussi, parce qu'à ce moment-là, on va remonter comme ça au long des siècles, en prenant tous nos ancêtres. La mère, si elle transmet la culpabilité, c'est parce qu'elle se sent coupable. Et si elle se sent coupable, c'est parce que lui a transmis la culpabilité. Ce sont des choses qui se transmettent de génération en génération. Donc n'essayez pas de trouver un responsable. C'est millénaire, la culpabilité. On le porte en nous, comme je l'ai dit, c'est inscrit dans notre inconscient collectif. Et on s'en défait pas comme ça. Ça nous colle à la peau. C'est qu'à un moment, vous arrivez à prendre suffisamment de détachement de hauteur par rapport à vous-même, et ça y est, et vous arrivez à vraiment progressivement vous défaire de cette perception erronée de la réalité. Patricia, comment se libérer de cette culpabilité lorsqu'on pense que l'on n'a fait pas assez pour les autres, malgré tout ce qu'on fait pour eux? J'ai l'impression de ne pas en faire assez. Bah oui, mais ça, c'est le propre du coupable. Hein. Le coupable, comme il se juge tout le temps, il est tout le temps en train de se dire est-ce que j'en ai fait suffisamment, etc. Et c'est sans fin. Donc là, Arrêtez de se juger. arrêtez de se juger. Oui. Je crois que je vais donner la même réponse pratiquement à tout le monde, parce que la culpabilité, c'est ça. C'est vraiment la bienveillance à l'égard de soi-même. Se respecter soi-même. Vous pouvez pas, les autres ne peuvent pas vous respecter si vous ne vous respectez pas vous-même. Je vais vous raconter une histoire. J'étais en cabinet. Ça parle de confiance en soi, mais on peut l'appliquer avec la culpabilité, c'est exactement la même chose. J'avais une amie psychologue qui était venue me voir et qui me dit comme ça, elle arrive, j'étais à mon cabinet, et puis elle vient me voir, elle me dit, écoute, j'en ai assez, ça fait des mois, je brique un poste de responsabilité, et mes supérieurs me le refusent. Et puis je lui réponds, de go, je lui dis, c'est normal. Alors ça l'a un peu contrarié, ça l'a fâché, elle me dit, je comprends pas, t'es avec eux ou quoi, je comprends pas. Mais je lui dis, non, ça n'a rien à voir. Je lui dis, c'est comme si tu avais une pancarte au-dessus de ta tête, et tu dis, surtout ne me faites pas confiance, puisque moi-même, je ne me fais pas confiance. Je suis la première personne à pas m'accorder cette confiance. Et j'ai vu son regard s'illuminer. D'un seul coup, elle a pris conscience de quelque chose, s'est rendu compte qu'effectivement, elle ne se faisait pas confiance. Et donc, si vous ne croyez pas en vous, est-ce que les autres peuvent croire en vous? Si vous faites un entretien d'embauche, ou imaginez vous avez une entreprise et vous voulez embaucher quelqu'un, et quelle personne vous allez embaucher? La personne qui a peur, qui doute d'elle, ou la personne qui a confiance en elle, et vous sentez que vous pouvez compter dessus? Il n'y a pas photo. C'est vous qui donnez le change aux autres. Et donc là, c'est pareil. Pour le respect, pour la bienveillance, pour les autres ne vous respectent pas parce que vous êtes la première personne à ne pas vous respecter. Et ce respect se trouve dans l'amour, dans la bienveillance à l'égard de soi-même. Alors, Agnès pose une question et une autre personne avait posé la même question. Lorsque mon mari m'a quittée, je me suis sentie et je me sens encore coupable, responsable de cet échec. Comment puis-je m'en libérer? Alors d'abord, dans une relation, c'est 50-50. On est deux. Vous êtes co-créateur de la relation. Vous n'êtes pas seulement responsable. Vous ne pouvez pas être responsable de sa perception de la situation. Vous ne pouvez pas penser à sa place. Vous ne pouvez pas respirer à sa place. Vous ne pouvez pas agir à sa place. Vous pouvez être juste là. Et c'est pour ça que souvent, dans une relation mature, qu'est-ce qui se passe? On ne s'occupe pas de ce que nous allons recevoir. On s'occupe de ce que nous allons mettre ensemble dans la relation. Nous sommes co-créateurs de la relation. Ça, c'est une relation mature, équilibrée. Où on n'est pas là, c'est pas l'ego qui domine, c'est comment je prends soin de ma relation. Et si chacun prend soin de la relation, c'est d'imaginer, on vous confie, à vous deux, un jardin. Et c'est ce que vous allez mettre dans ce jardin. Vous savez très bien que si vous prenez soin des plantes, si vous les plantez, etc., et vous le faites ensemble, c'est ça la co-création. Eh bien, la relation, c'est pareil, vous co-créez ensemble. C'est 50-50. Il est tout aussi responsable de votre relation que de vous. Porter toute la culpabilité ne sert strictement à rien. Lui, il a mis ce qu'il a mis, et qui a fait que ça n'a pas marché. Et il y avait sans doute un défaut de communication de votre relation aussi. À voir. Geneviève, y a-t-il un rapport entre la culpabilité et l'autosabotage? Ah ben complètement. Ah, mais complètement. Je me juge, je suis une mauvaise personne, donc pourquoi je mériterais d'être heureuse? Donc si je commence, et on voit, il y a des personnes comme ça qui se lancent et qui réussissent, ils se mettent à réussir dans plein de domaines, et puis patacrac, tout s'effondre. C'est comme si au fond d'eux, il y a une part d'eux qui disait, ben non, tu mérites pas. Et c'est un peu ça, c'est le côté sournois de
de la culpabilité. C'est que l'arrêt au fond, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas d'être heureux, tu ne mérites pas d'avoir ça, tu ne mérites pas toute cette chance. Et on voit quand certaines personnes, je vois par exemple quand j'anime des stages, et la plus grande difficulté qu'ont les gens, ce n'est pas de donner, c'est de recevoir de l'amour. Mais je leur dis, mais comment vous les donnez aux autres si vous ne concevez pas de recevoir? Il y a un truc qui ne va pas. Et parce que les gens se sentent coupables de recevoir de l'amour. Et ils se sentent tout coupables tout court de recevoir. Et ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais parce que, par nature, vous êtes aimable, ça veut dire qu'il peut être aimé. Et c'est peut-être ce qui rend pas les gens aimables parfois, parce qu'ils ne s'aiment pas suffisamment. S'ils s'aimaient un peu plus, ils seraient beaucoup plus aimables. Alors, c'est Stéphanie qui pose une question un peu similaire, mais moi, je n'arrive pas trop à voir la nuance, donc je préfère te la Vas-y. poser. Est-ce que la culpabilité a un rapport avec s'auto-punir? Pareil, c'est autosabotage, l'autopunition, c'est la même chose. D'accord. Ouais. Donc, Stéphanie, vous avez eu votre réponse. Karen, comment se libérer lorsque nos émotions négatives et notre tristesse pendant une grossesse ont engendré un enfant devenu adulte qui souffre au plus profond de son être, sans savoir pourquoi, sans pouvoir mettre de mots dessus? Un enfant devenu adulte qui se détruit à petit feu. Je vais raconter une histoire. C'est un ami qui était venu me voir, sa fille était très malade, souffrait d'une maladie auto-immune. Et il était dans tous ses états et il me disait comment est-ce que je peux faire vraiment pour l'aider. Et je lui donne une réponse qui l'a surpris. Je lui dis, tu dois d'abord te débarrasser de ta propre souffrance. Parce que tu ne pourras pas l'aider si sa maladie te fait souffrir. Je veux dire, tu auras un comportement inapproprié, tu vas projeter tes peurs dessus. Donc la première chose que tu dois faire, c'est que toi, tu dois te mettre en paix avec sa situation. Tu dois être en paix avec ce qu'elle vit, avec ce qu'elle expérimente, parce que là, tu pourras l'accompagner. Mais tant que tu projettes tes peurs, tes angoisses dessus, tu ne pourras pas l'aider. Alors il a eu du mal au début, mais il a compris. Et il m'a dit, tu as raison. Tu as raison parce que je peux pas, j'angoisse pour elle, etc. Et donc ça ne lui rend pas service. Donc je vais vous dire la même chose. La meilleure façon d'aider vos enfants, quelle que soit la situation, et oubliez l'histoire de votre grossesse, parce que peu importe, il faut vivre avec des faits. C'est arrivé. La question, c'est de savoir, c'est Aldous Huxley qui disait, l'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Donc la question est de savoir qu'est-ce que vous allez faire de ce qui vous est arrivé. Et donc maintenant, est-ce que vous allez prendre soin suffisamment de vous pour pouvoir prendre soin de votre enfant? Ça, c'est la question. On va terminer sur les questions. D'accord. Bon, Patricia, comment se comporter lorsque quelqu'un nous culpabilise? Je pense que vous Oui, j'ai avez la répondu tout réponse. à l'heure. Ouais. Monique, peut-on se libérer de blocages profonds, d'accumulation par sentiment d'insécurité lié à un manque affectif profond? Oui. La possibilité de jeter, de faire vraiment du tri, de se libérer des objets. Et dans la tête, il y a la culpabilité de se fermer la porte du bonheur auquel on ne pense pas avoir droit. Oui, oui, bien sûr. Mais ça, toute la démarche dont je viens de vous parler, elle est faite pour ça. Parce que vous allez vraiment développer cette bienveillance à l'égard de vous-même, ce respect à l'égard de vous-même. Et ça, je peux vous assurer, ça va vraiment changer complètement la donne. Vous ne verrez plus les choses de la même façon, vous ne vous verrez plus de la même façon. Parce qu'il y a un moment, vous allez... C'était un sage qui disait, moi ça m'avait beaucoup aidé à l'époque, j'étais encore très jeune, mais il disait, posez-vous la question, qu'est-ce que vous en apportez jusqu'à aujourd'hui vos comportements? Est-ce que ça a été salutaire? Est-ce que ça a été constructif? Est-ce que ça a été positif? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a apporté plus de bonheur dans votre vie? Si c'est pas le cas, abandonnez-les. Et là, la pratique va vous aider à les abandonner. Parce que vous allez créer un environnement en vous, bienfaisant, bienveillant, et qui va faire que ce sera plus facile d'abandonner. Parce que si vous n'avez pas, de solution de rechange, vous ne pouvez pas abandonner ce qui vous fait souffrir. Donc c'est pour ça que cet univers de bienveillance, de respect, vous devez le créer en vous-même. Et ça, c'est la pratique. Et là, vous avez une démarche très, très complète. Ça fait quand même, vous avez 35 ans d'expérience de transmission, et c'est pas que la mienne, c'est aussi tous les sages que j'ai rencontrés qui m'ont transmis toutes ces connaissances, et vous avez tout ça, et des clés, vous verrez, c'est d'une précision extraordinaire, vous aurez vraiment, toutes les questions sont abordées. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez y accéder. Alors c'est très simple, hein. C'est très très simple. On va vous donner 2 liens. Loïc va vous les mettre dans le chat, on vous les enverra aussi par mail. Vous avez un lien qui vous donne accès à la présentation des cours tels qu'on les donne. Il y a un deuxième lien qui vous donne accès directement pour tester la démarche. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de la tester, c'est de voir si ça vous convient ou pas. Ensuite, vous verrez, vous avez 2 formules possibles.
On vous donne deux possibilités. Soit vous commandez au tarif normal, c'est-à-dire 30 € la leçon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous allez voir un coach, un relaxologue, sophrologue, peu importe, vous savez très bien si vous êtes allé voir, c'est entre 40 et 150 € à peu près la séance. Il y a même une personne qui m'a dit un jour, parce qu'il disait c'est génial vos cours, pour le tarif que vous demandez, c'est moi je prends des cours d'anglais, ça me coûte 40 € à chaque leçon. Et il en faut beaucoup des leçons. Donc vous voyez, c'est pas donné. Donc, vous avez une possibilité. Vous commandez quand vous voulez, au tarif normal de 30 € par leçon, donc il y en a 31, vous faites le compte. Mais vous pouvez, si vous commandez sous 24 heures, on vous offre 63% de réduction, soit 11,30 €, la leçon 11,29 € pour être précis, on n'est pas à un centime près, 11,29 € la leçon. Donc c'est tout simplement donné. Quand vous verrez ce qu'il y a dedans, c'est vraiment un cadeau. Et c'est le cadeau que vous pouvez vous faire et qui vous servira toute votre vie. C'est ça que vous devez surtout retenir. Ça va vous servir toute votre vie. Alors comment ça va se passer concrètement? Imaginons vous commandez ce soir. Vous allez avoir chaque semaine une leçon. Vous recevez la présentation. Alors vous aurez d'abord toute une préparation à la pratique, c'est très important parce qu'il faut vous préparer mentalement à la pratique. Vous avez une présentation pour chacun des exercices et l'exercice lui-même. Donc vous recevez une leçon par semaine. Vous écoutez la présentation audio, vous pouvez la lire aussi puisque vous l'avez en document PDF, et vous avez l'exercice. Vous faites l'exercice une fois avec l'enregistrement, puis après toute la semaine, vous allez refaire l'exercice par vous-même. Mais toutes les instructions vous sont données. Et semaine après semaine, comme ça, vous avancez. Vous verrez, c'est très ludique, c'est très agréable, c'est très plaisant. Vous verrez, ça m'étonnerait que vous décrochiez, il y a peu de gens qui décrochent. Et vous allez avancer parce que c'est pratiqué dans le plaisir aussi, ça c'est vraiment très important, et de semaine en semaine comme ça vous allez progresser et vous allez être accompagné vous vous rendez compte, pendant 9 mois vous allez être accompagné. Je serai là, Nathalie sera là, Loïc sera là, Fabienne sera là, on est tous là pour vous aider, pour vous accompagner, donc vous n'êtes pas seul, vous n'allez pas juste acheter un cours et vous vous débrouillez chez vous, on est là pour répondre à vos questions, et c'est même pour ça qu'on a créé un groupe de soutien qui se trouve sur Facebook. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu fâchées avec Facebook, mais vous pouvez créer un compte anonyme, mais vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie dessus, mais il n'y a que Facebook qui fait ça, qui propose ce genre de plateforme. Là vous avez un groupe privé, et il y a plus de 4000 personnes aujourd'hui dessus. Il y a une vraie communauté. Les gens se soutiennent. Les anciens soutiennent les nouveaux qui posent leurs questions. Moi, j'interviens. Nathalie intervient. Loïc intervient. Et j'interviens régulièrement par vidéo interposée. Mais vous verrez, la démarche est tellement complète. La plupart des questions sont soulevées. Il faut juste que vous soyez patient, que vous avanciez très graduellement. Mais en tout cas, vous ne serez jamais seul. On vous abandonne pas. C'est pour ça que vous voyez, pour 11,30 €, franchement, c'est donné. Et donc voilà, vous avez 24 heures, parce qu'on vous laisse essayer la démarche. Vous allez voir, on vous met à disposition 2 heures d'enregistrement, dont une pratique. Vous avez une présentation. Alors vous avez une partie du premier niveau. Vous avez 2 présentations dans le cycle 2, sur la paix intérieure, sur la confiance en soi. Et vous avez une présentation, je ne sais plus lequel d'ailleurs, d'un des exercices du 3e niveau, pour vous permettre de vous rendre compte je crois que c'est sur l'amour, voilà, je disais. Et pour les personnes qui... Alors, on a aussi, j'ai oublié de parler de l'appli. Vous avez... Ouais, alors d'abord, je vais vous parler de la façon d'accéder à vos cours. C'est très simple. Alors avant de parler de l'appli, vous avez... Attends, Luc, tu vas trop vite. Vous avez 2 façons d'accéder à vos cours. Vous accéderez directement, merci Loïc, vous accéderez directement depuis votre espace client. Vous avez vos cours, ils sont à vie. C'est-à-dire que là, à la différence que vous allez en cabinet, si vous voulez refaire des séances, vous êtes obligé de les payer. Là, vous les avez à vie. Vous ne repayez plus. Vous voulez refaire vos cours, eh bien, vous pouvez revenir quand vous voulez, vous les refaites. Ils seront toujours à votre disposition. Ça, c'est juste que tu te remettes un peu par là. Faut que je me remette par là, il paraît. Je crois. Ouais. Ah oui, les gens d'Instagram ne me voient pas. Donc voilà. Et donc vous l'avez d'abord sur l'espace client. Et ensuite, on a une appli. Petite merveille, Loïc va vous la montrer. Voilà. Et dessus, vous avez plein de choses complémentaires. Mais regardez d'abord la 3e colonne, c'est là où vous avez
vos cours. Donc vous les avez à disposition, vous pouvez les emmener où vous voulez, où que vous soyez, et vous pouvez comme ça écouter vos leçons. Vous avez en plus plein de gratuits, vous avez les méditations collectives, les balades de Bruno, etc. C'est un super complément à vos cours. Tout ça, ça vous est offert. Il y a en fait, notre activité, c'est 60% de gratuit. Il y a juste les cours et les stages qu'on fait payer, et qui en plus, alors tu peux retirer l'image, en plus qu'on a oublié de vous dire, c'est que la vente des cours permet de soutenir des actions humanitaires, puisque nous sommes aussi et avant tout une association humanitaire. Donc on travaille sur un projet actuellement, donc ça nous permet de financer, de préparer la réalisation de certains projets. On en a fait déjà plein de choses, parce qu'on a fait les journées mondiales de l'altruisme, on a soutenu d'autres associations grâce à ça, on a pu faire des dons à d'autres associations qui lançaient des actions, enfin bref, et ça c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Maintenant, essayez la démarche, vous avez accès, vous avez un essai. Vous allez entendre tout de suite après, on va vous laisser avec Dr Cyril Azib. Thomas, oui, pardon. Une question qui a été posée sur combien de temps dure la leçon, s'il vous plaît. Combien de temps dure la leçon? Oui. Le temps que vous voulez, ça dépend du temps que vous allez mettre à l'écouter. Il y a un temps de lecture. Il y a un temps d'écoute mais aussi. En fait, on n'a pas besoin de répondre à cette question parce que vous allez tester. Donc, vous allez voir tout de suite. Donc, faites l'essai. Regardez si ça vous convient. Ne faites pas si vous ne vous sentez pas en affinité avec ce que vous allez découvrir. Nous, c'est pas notre intérêt. On ne cherche pas ça. Alors, je vais quand même répondre à une question. Pourquoi on limite à 24 heures? Parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde. Parce que nous, il faut qu'on puisse assurer le suivi. Donc c'est pour ça qu'on limite à 24 heures la réduction de 63%. Oui. Donc je ne sais pas si tu l'as déjà dit ou pas, mais il y a une possibilité aussi de payer en plusieurs fois. Oui, tout à fait. C'est sur le bon de commande, de toute façon. Tout ça, vous allez le voir. Donc vous accéderez. À vous de tester, à vous d'essayer. Maintenant, on va vous laisser avec Dr Cyril Azib Thomas, psychiatre, membre du comité éthique des hôpitaux français. Vous allez le découvrir. Il a pratiqué la démarche. Il est venu en stage et il a reconnu effectivement la valeur de cette démarche. Et il va vous en parler, c'est vraiment un témoin, c'est juste pour vous montrer très intéressant à écouter. Que c'est sérieux et vous allez voir, c'est très intéressant. On vous laisse avec Dr Cyril Azib Thomas. Ensuite, à vous, prenez le temps ce soir, par exemple, si vous voulez avoir le jeu, d'écouter ces enregistrements. Prenez le temps, surtout ne le faites pas dans la précipitation. Et puis, si ça vous convient, si ça vous plaît, à vous de décider de vous lancer et puis de commencer l'aventure avec nous. Voilà. Et puis merci beaucoup pour votre participation sur le chat. C'était vraiment très très plaisant et merci aussi pour les gentils messages qui ont été laissés à l'égard de l'équipe. Ouais. Voilà. Merci et passez une bonne soirée. Au revoir. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent, c'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander. On peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, hein, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait. C'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire. Et ça, c'est rare. Bruno, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça ne va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.